Chapitre 49. Ils dormaient sur l'herbe de leur chambre, aussi fine et douce que le poil du ventre d'une chatte. Une couverture blanche, à peine posée sur eux, sans poids, tiède, adaptait sa forme et sa température aux besoins de leur quiétude. Eléa s'éveilla un instant, chercha la main ouverte de Païkan et y blottit son petit poing fermé. La main de Païkan se referma sur lui. Eléa soupira de bonheur et se rendormit. Le hurlement des hurleurs d'alerte les jeta debout, effarés. « Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible, » dit Eléa. Païkan enfonça sa clé dans la plaque d'image. Devant eux, le mur s'alluma et se creusa. Le visage familier de l'annonceur aux cheveux rouges y apparut. L'alerte générale. Un satellite non immatriculé se dirige vers Gondawa sans répondre aux demandes d'identification. Il va pénétrer dans l'espace territorial. S'il continue de ne pas répondre, notre dispositif de défense va entrer en action. Tous les vivants se trouvant en dehors doivent regagner immédiatement les villes. Éteignez toutes vos lumières. Nos émissions de surface sont suspendues. Écoutez, c'est terminé. L'image dans le mur s'aplatit, vint se coller à la surface et s'éteignit. « Il faut descendre ?» demanda Eléa. « Non, viens. » Il prit la couverture et enveloppa Eléa et l'entraîna vers la terrasse. Ils se glissèrent entre les feuilles basses du palmier de soie et vinrent s'appuyer à la haute rampe de bord. Le ciel était foncé, sans lune. Les étoiles innombrables y brillaient d'un éclat parfait. Les bulles lumineuses des engins en vol, multicolores, paraissaient plus ou moins grosses selon leur altitude, modifiaient leur route et semblaient aspirées par un courant qui les emportait toutes dans la même direction, celle de la bouche. Au sol, l'alerte avait réveillé les habitants des maisons de loisirs amarrées dans la plaine ou parmi les ruines, aux bornes d'eau et de service. Leurs coques translucides posaient sur la nuit la lumière de leur forme. Poissons d'or, fleurs bleues, œufs rouges, fuseaux verts, sphères, étoiles, polyèdres, gouttes. Quelques-unes étaient en train de s'envoler et de prendre le chemin de la bouche. Les autres s'éteignirent rapidement. Un serpent blanc restait allumé, éclairant une muraille déchirée. « Qu'est-ce qu'ils attendent cela pour éteindre ?» murmura Eléa. « De toute façon, c'est inutile. Si c'est une arme offensive, elle a bien d'autres moyens de trouver son objectif. » Tu crois que c'en est une ? Seule, c'est improbable. Devant eux, tout à coup, un trait lumineux monta de l'horizon, puis 2, puis 3, 4. « Ils tirent », dit Païkan. Ils regardaient tous les deux vers le ciel où plus rien n'apparaissait que l'indifférence des étoiles au fond de l'infini. Eléa frissonna, ouvrit la couverture et serra Païkan contre elle. Il y eut très haut, brusquement, une nouvelle étoile géante qui se déchira et s'épanouit en un rideau lent de lumière rosée, ionisée. Et voilà, il ne pouvait pas le manquer. Que penses-tu que c'était ? Je ne sais pas. Reconnaissance peut-être. Ou bien simplement un malheureux cargo dont les répondeurs étaient en panne. En tout cas, c'était, et ce n'est plus. Les hurleurs les firent de nouveau sursauter. On ne s'habitue pas à ce bruit horrible. Ils annonçaient la fin de l'alerte. Les maisons de loisirs se rallumèrent les unes après les autres. Au loin, un vol d'engins s'éleva de la bouche comme une gerbe d'étincelles. Dans le mur de la chambre, l'image renaquit et creusa le mur. Eléa et Païkan désiraient avoir des nouvelles. Mais après cette intrusion de l'absurdité et de l'horreur dans la douceur de la nuit, celle-ci leur paraissait si fragile, si précieuse, qu'ils ne voulaient plus la quitter. Païkan enfonça sa clé dans une plaque de la rampe. L'image quitta le mur de la chambre et sortit.
Païkan la dirigea en tournant la plaque mobile et l'installa dans le feuillage du palmier de soie. Il s'assit dans l'herbe, le dos à la rampe, et Léa serrée contre lui. La brise d'ouest, à peine fraîche, tournait autour de la tour et venait baigner leurs visages. Les feuilles de soie frissonnaient et flottaient dans le vent léger. L'image était lumineuse et stable dans ses 3 dimensions et dans ses couleurs. L'annonceur aux cheveux rouges parlait avec gravité, mais on n'entendait pas un seul des mots qu'il prononçait. Un cube noir naquit au fond de l'image, envahit tout le faisceau récepteur et effaça l'annonceur. Le visage nerveux d'un homme, très jeune, apparut dans le cube. Ses yeux marrons brûlaient de passion, ses cheveux plats presque noirs ne tombaient pas plus bas que ses oreilles. Un étudiant, dit Eléa. Il parlait avec véhémence. La paix. Gardez-nous la paix. Rien ne justifie la guerre, jamais. Mais jamais elle ne serait plus atroce et plus absurde qu'aujourd'hui, au moment où les hommes sont sur le point de gagner la bataille contre la mort. Allons-nous nous massacrer pour les prés fleuris de la lune, pour les troupeaux de Mars et leurs bergers noirs? Absurde, absurde. Il y a d'autres chemins vers les étoiles. Laissez les Zénisors grignoter l'espace. Ils ne mangeront pas tout. Laissez-les se battre contre l'infini. Nous menons ici une bataille bien plus importante. Pourquoi le conseil directeur vous laisse-t-il dans l'ignorance des travaux de Koban? Je vous le dis, au nom de ceux qui depuis des années travaillent à ses côtés, il a gagné. C'est fait. Dans le laboratoire 17 de l'université, sous la cloche 42, une mouche vit depuis 545 jours. Son temps normal de vie est de 40 jours. Elle vit, elle est jeune, elle est superbe. Il y a 1 an et demi, elle a bu la première goutte expérimentale du sérum universel de Koban. Laissez travailler Koban. Son sérum est au point. Les machines vont bientôt pouvoir le fabriquer. Vous ne vieillirez plus. La mort sera infiniment lointaine. Sauf si on vous tue. Sauf s'il y a la guerre. Exigez du conseil directeur qu'il refuse la guerre. Qu'il déclare la paix à Inizorai. Qu'il laisse travailler Koban, qu'il... En un clin d'œil, son image se réduisit à la taille d'une noisette et disparut. L'homme aux cheveux rouges fut d'abord à sa place un fantôme transparent, puis une image solide. Excusez cette émission pirate. Le cube noir l'absorba d'un bloc, révélant de nouveau le garçon véhément. Bombés en orbite lointaine, mais ils ont trouvé pire. Le conseil directeur peut-il nous dire quelle arme monstrueuse occupe l'emplacement de Gonda 1? Les Zénisors sont des hommes comme nous. Que restera-t-il de nos espoirs et de nos vies, Zissette? Le cube redevint noir, s'aplatit en 2 dimensions, et le buste de l'annonceur reprit sa place. Président du conseil directeur vous parle. Le président Lokan apparut. Son visage maigre était grave et triste. Ses cheveux blancs tombaient jusqu'à ses épaules dont la gauche était nue. Sa bouche fine, ses yeux d'un bleu très clair firent un effort pour sourire tandis qu'il prononçait des paroles rassurantes. Oui, il y avait eu des incidents sur la zone internationale de la Lune. Oui, les dispositifs de défense du continent avaient détruit un satellite suspect. Oui, le conseil directeur avait dû prendre des mesures. Mais rien de tout cela n'était vraiment grave. Personne ne tenait plus à la paix que les hommes qui avaient pour tâche de diriger les destinées de Gondawa. Tout serait fait pour la préserver. Koban est mon ami, presque mon fils. Je suis au courant de ses travaux. Le conseil attend le résultat de ses expériences sur l'homme pour ordonner, si elles sont positives, la constitution de la machine qui fabriquera le sérum universel. C'est une immense espérance, mais elle ne doit pas nous détourner de notre vigilance. Quant à ce qui occupe l'emplacement de Gonda 1, Enizorai le sait,
Et je vous dirai seulement ceci. C'est une arme si terrifiante que son existence seule doit nous garantir la paix. Païkan posa la main sur la plaque de commande, et l'image s'éteignit. Le jour se levait. Un oiseau qui ressemblait à un merle, mais dont le plumage était bleu et la queue frisée, se mit à siffler du haut de l'arbre de soie. De tous les arbres de la terrasse et de ses buissons de fleurs, des oiseaux de toutes les couleurs lui répondirent. Pour eux, il n'y avait pas d'angoisse, ni dans le jour, ni dans la nuit. Il n'y avait pas de chasseurs en Gondawa. Fin du chapitre 49. Chapitre 50. Les prés fleuris de la lune, les troupeaux de Mars et leurs bergers noirs. Les savants de l'Épi demandèrent des explications. Eléa était allée sur la lune, en voyage d'agrément avec Païkan. Elle put la leur montrer. Ils virent les prés fleuris, et les forêts d'arbres légers, fragiles, aux minces troncs interminables, s'épanouissant en épis ou en touffes qui les faisaient ressembler à d'immenses graminées. Ils virent Eléa et Païkan, descendus du vaisseau qui les avait amenés avec d'autres voyageurs, se jouer comme des enfants de la faible pesanteur. Ils prenaient leur élan en quelques pas de géants, sautaient ensemble en se tenant par la main, franchissaient les rivières d'un seul bond léger, s'élevaient au sommet des collines ou au-dessus des arbres, se posaient sur leurs épis couverts de grains de pollen gros comme des oranges, s'ébrouaient pour les faire s'envoler en images multicolores, se laisser retomber en une chute de flocons. Tous les voyageurs faisaient pareil. Et le vaisseau semblait avoir débarqué une cargaison de papillons fugaces qui s'éloignaient de lui dans toutes les directions, se posant par-ci, par-là dans la campagne verte, sous le ciel d'un bleu profond. Malgré le peu d'efforts qu'ils nécessitaient, ces jeux cessaient très vite, car l'air raréfié amenait l'essoufflement. Les voyageurs apaisaient leur cœur en s'asseyant au bord des ruisseaux ou en marchant vers l'horizon qui paraissait toujours si proche, si facile à atteindre, et qui fuyait, comme tout horizon qui se respecte. Mais sa proximité et sa courbure visible procuraient aux promeneurs une sensation que les dimensions de la Terre ne leur permettaient pas d'éprouver. La sensation à la fois excitante et effrayante de marcher sur une boule perdue dans l'infini. Les savants ne virent nulle part dans ces images la trace d'aucun cratère, ni grand ni petit. Eléa ne connaissait pas Mars, où ne s'étaient posés jusqu'alors que des vaisseaux d'explorateurs ou de militaires. Mais elle avait vu des bergers noirs, et elle en avait reconnu un ici même à l'Épi. La première fois qu'elle avait rencontré Shanga l'Africain, elle avait manifesté sa surprise, et elle l'avait désigné par des mots dont la traductrice avait donné l'interprétation suivante. Le berger venu de la 9e planète. Il fallut un long dialogue pour comprendre. D'abord, l'habitude Gonda de compter les planètes non à partir du Soleil, mais à partir de l'extérieur du système solaire. Ensuite, que le dit système ne comprenait pas pour eux 9 planètes, mais 12, soit 3 planètes au-delà de la magnifique et déjà si lointaine Pluton. Cette nouvelle jeta les astronomes du monde entier dans des abîmes de calculs, de vaines observations et de discussions aigres. Que ces planètes existassent ou non, la 9e, en tout cas dans l'esprit d'Eléa, était bien Mars. Elle affirma qu'elle était habitée par une race d'hommes à la peau noire, dont les vaisseaux Gonda et Enizor avaient ramené quelques familles. Avant cela, il n'existait sur Terre aucun homme de couleur noire. Shanga fut bouleversé, et avec lui tous les noirs du monde, qui connurent rapidement la nouvelle. Race infortunée, son errance n'avait donc pas commencé avec les marchands d'esclaves. Déjà, au fond des temps, les ancêtres des malheureux arrachés à l'Afrique avaient eux-mêmes été arrachés à leur patrie du ciel.
Quand donc s'achèverait leur malheur? Les Noirs américains se rassemblaient dans les églises et chantaient « Seigneur, fais cesser mes tribulations. Seigneur, ramène-moi dans ma patrie céleste. » Une nouvelle nostalgie naissait dans le grand cœur collectif de la race noire. Fin du chapitre 50. Chapitre 51. Après s'être nourris et baignés, Eléa et Païkan montèrent par la petite rampe intérieure dans la coupole de travail. Au-dessus de la tablette horizontale en demi-cercle qui courait le long de la paroi transparente, des faisceaux d'ondes montraient des images de nuages d'hiver en évolution. L'un d'eux inquiéta Païkan. Après consultation d'Eléa, il appela le central du temps. Une image nouvelle s'alluma au-dessus de la tablette. C'était le visage de son chef de service, Mikan. Il semblait fatigué. Ses longs cheveux gris étaient ternes, et ses yeux rouges. Il salua. « Vous étiez chez vous cette nuit ?»« Oui. »« Vous avez vu ça ? Ça rappelle de bien tristes souvenirs. Il est vrai que vous n'étiez pas nés ni l'un ni l'autre. On ne peut quand même pas les laisser faire, ces salauds. Pourquoi m'avez-vous appelé quelque chose ? » ?»« Une turbulence, regardez. » Païkan ouvrit 3 doigts et fit un geste. Une image disparut, envoyée au central du temps. « Je vois, » dit Mikan. « Je n'aime pas ça. Si on la laisse faire, elle va mélanger tout notre dispositif. Quelle possibilité avez-vous dans ce secteur ? » ?»« Je peux la dériver ou l'effacer. » »« Allez-y, effacez. Je n'aime pas ça du tout. » L'image de Mikan disparut. La tour du temps de Gondaset, et toutes les autres semblables, maintenaient au-dessus du continent un réseau de conditions météorologiques contrôlées, dont le but était de reconstituer le climat bouleversé par la guerre, pour permettre à la végétation de renaître. Un système automatique assurait le maintien des conditions prévues. Il était rare que Païkan ou Eléa eussent à intervenir. En leur absence, une autre tour eût fait le nécessaire pour détruire dans l'œuf ce petit cyclone perturbateur. Une maison de loisirs en forme de cône bleu pâle dériva à la hauteur de la coupole et alla se poser près de l'autoroute brisée dont les 12 pistes arrachées s'épanouissaient en un bouquet brandi vers le ciel. On n'avait pas réparé les autoroutes. Les usines ne fabriquaient plus de véhicules roulants ou rampants. Les transports enterrés, pistes, avenues ou ascenseurs étaient tous collectifs, et ceux de surface tous aériens. Ils pouvaient survoler le sol à quelques centimètres ou à des altitudes considérables, à n'importe quelle vitesse, et se poser n'importe où. Les couples de la génération d'après-guerre qui utilisaient les maisons de loisirs ne profitaient guère de leurs possibilités. Ils n'osaient pas plus s'aventurer loin des bouches que de jeunes marsupiaux loin de la poche maternelle. C'est pourquoi on voyait de telles concentrations de maisons mobiles aux abords ou même au milieu des ruines des villes anciennes, qui recouvraient généralement les villes souterraines. Les Gondas plus âgés, qui gardaient le souvenir de la vie extérieure, parcouraient le continent en tous sens, à la recherche des lambeaux de la surface encore vivants, et retournaient s'enterrer avec la vision d'horreur des espèces vitrifiées, et le déchirant regret du monde disparu. Eléa regarda si le courrier était arrivé. La boîte transparente contenait 2 armes G, avec leur ceinture, et 2 sphères minuscules qui devaient contenir chacune une graine noire. Il y avait, en outre, 3 plaquettes courrier dont 2 de couleur rouge, la couleur des communications officielles. Eléa ouvrit la boîte avec sa clé, prit avec répugnance les armes et les graines, et les posa sur une table. « Tu viens écouter le courrier ?» dit-elle à Païkan.
Celui-ci laissa la coupole continuer seule le travail et s'approcha. Il prit les plaques rouges en fronçant les sourcils. Une portait son nom et le sceau du ministère de la Défense, l'autre le nom d'Eléa et le sceau de l'université. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. Mais Eléa avait déjà introduit dans la fente du lecteur la plaquette verte sur laquelle elle avait reconnu le portrait de sa mère. Le visage de cette dernière se matérialisa au-dessus du plateau lecteur. C'était un visage à peine plus âgé que celui d'Eléa, et qui lui ressemblait beaucoup, avec quelque chose de plus futile. « Écoute, Eléa, dit-elle, j'espère que tu vas bien, moi aussi. Je pars pour Gonda 41. Je suis sans nouvelles de ton frère. Il a été mobilisé en pleine nuit pour conduire un convoi de troupes vers la Lune. Et il n'a plus donné signe de vie depuis 8 jours. Bien sûr, tout ça, c'est des histoires militaires. Ils ne peuvent pas déplacer une fourmi sans faire un mystère de mammouth. Mais Anéa est toute seule avec son bébé, et elle s'inquiète. Ils auraient bien pu attendre encore un peu avant d'ôter leurs clés. Il y a à peine 10 ans qu'ils ont été désignés. Tâchez de ne pas faire comme eux, vous avez bien le temps. Ce n'est guère le moment de faire des enfants. Enfin, c'est comme ça. On n'y peut rien, j'y vais. Je vous donnerai des nouvelles. Occupe-toi un peu de ton père. Il ne peut pas m'accompagner, il est mobilisé à son travail. Je crois que le conseil et les militaires sont tous fous. Enfin, c'est comme ça. On n'y peut rien. Va le voir et fais attention à ce qu'il mange. Quand il est seul, il touche la mange-machine n'importe comment. Il ne fait attention à rien, c'est un enfant. Écoute, Eléa, c'est terminé. Orkane mobilisé, ton père aussi, ce n'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il prépare? Nerveusement, Païken enfonça une des plaquettes rouges dans le lecteur. L'emblème de la défense apparut au-dessus du plateau. Un hérisson en boule, dont les piquants lançaient des flammes. « Écoutez, Païken, dit une voix indifférente. C'était un ordre de mobilisation sur place, à son travail. La deuxième plaque rouge introduite dans le lecteur matérialisa au-dessus du plateau l'emblème de l'université, qui n'était autre que le signe de l'équation de Zoran. « Écoutez, Eléa, dit une voix grave. Je suis Koban. Koban ?» Son visage apparut à la place de l'équation de Zoran. Tous les vivants de Gondawa le connaissaient. C'était l'homme le plus célèbre du continent. Il avait donné à ses compatriotes le sérum 3 qui les rendait réfractaires à toutes les maladies, et le sérum 7 qui leur permettait de récupérer si vite leur force après quelque effort que ce fût, que l'équivalent du mot fatigue était en train de disparaître de la langue Gonda. Dans son visage mince aux joues creuses, ses grands yeux noirs brillaient de la flamme de l'amour universel. Cet homme ne pensait qu'aux autres hommes, et au-delà des hommes, à la vie elle-même, à ses merveilles, et à ces horreurs contre lesquelles il luttait en permanence de toutes ses forces. Il portait ses cheveux noirs coupés courts, à hauteur des oreilles. Il avait 32 ans. Il paraissait aussi jeune que ses étudiants, qui le vénéraient et copiaient sa coupe de cheveux. « Écoutez, Eléa, dit-il, je suis Koban. J'ai tenu à vous informer personnellement que, sur ma demande, vous êtes affecté, en cas de mobilisation totale, à un poste spécial à l'université près de moi. Je ne vous connais pas, et je désire vous connaître. Je vous prie de vous rendre au laboratoire 51 le plus tôt possible. Donnez votre nom et votre nombre. On vous introduira aussitôt auprès de moi. Écoutez, Eléa, je vous attends. » Eléa et Païken se regardèrent sans comprendre. Il y avait dans ce message 2 éléments contradictoires. Vous êtes affecté sur ma demande, et je ne vous connais pas.
Il y avait surtout la menace d'être mobilisés à des postes éloignés l'un de l'autre. Ils ne s'étaient jamais séparés depuis leur désignation. Ils ne pouvaient pas envisager de l'être. Cela leur paraissait inimaginable. « J'irai avec toi voir Koban, » dit Païkan. « S'il a vraiment besoin de toi, je lui demanderai de me prendre aussi. À la tour, n'importe qui peut me remplacer. » C'était simple. C'était possible si Koban le voulait. L'université était la première puissance de l'État. Aucun pouvoir administratif ou militaire n'avait le pas sur elle. Elle possédait son budget autonome, sa garde indépendante, ses propres émetteurs et ne devait de compte à personne. Quant à Koban, bien qu'il n'occupât aucun poste politique, le conseil directeur de Gondawa ne prenait aucune décision grave sans le consulter. Et s'il avait besoin d'Eléa, Païkan, qui avait reçu exactement la même éducation et les mêmes connaissances, pouvait aussi lui être utile. De toute façon, rien ne pressait. L'idée même de la guerre était une monstruosité absurde. Il ne fallait pas se laisser gagner par l'énervement officiel. Tous ces bureaucrates enfermés dans leur palais souterrain n'avaient plus le sens des réalités. Il devrait monter un peu plus souvent voir tout ça, dit Eléa. Le soleil du matin éclairait le chaos des ruines, dominé à l'ouest par la masse énorme du stadium renversé et cassé. À l'est, l'autoroute tordue s'enfonçait dans la plaine aux reflets de verre, sur laquelle pas un brin d'herbe n'avait réussi à repousser. Païkan mit son bras autour des épaules d'Eléa et l'attira contre lui. « Allons dans la forêt, » dit-il. Il enfonça sa clé dans la plaque de communication, appela le parking de la profondeur 1 et demanda un taxi. Quelques minutes plus tard, une bulle transparente venait se poser sur le bras d'accostage. En passant devant la table, Païkan prit les deux armes et leur ceinture. Il revint sur ses pas pour informer le central du temps de son absence et dire où il allait. Il ne pouvait plus s'absenter sans prévenir. Il était mobilisé. Fin du chapitre 51. Chapitre 52. Noticed? They're all left-handed, dit Hoover. Il parlait à voix basse à Leonova, en cachant son micro de sa main. Leonova comprenait très bien l'anglais. C'était vrai. Cela lui crevait les yeux maintenant que Hoover le lui avait dit. Elle s'en voulait de ne pas s'en être aperçue toute seule. Tous les Gondas étaient gauchers. Les armes trouvées dans le socle d'Eléa et dans celui de Koban qui s'était ouvert à son tour étaient en forme de gants pour la main gauche. Et l'image du grand écran en ce moment même montrait Eléa et Païkan en train de s'entraîner parmi d'autres Gondas au maniement d'armes semblables. Tous tirés de la main gauche, sur des cibles de métal de formes diverses qui surgissaient brusquement du sol et qui résonnaient sous l'impact des coups d'énergie. C'était un exercice d'adresse, mais surtout de contrôle. Selon la pression exercée par les 3 doigts repliés, l'arme-jet pouvait courber un brin d'herbe ou pulvériser un rocher, broyer un adversaire ou seulement l'assommer. Une cible ovale se dressa soudain à 10 pas devant Païkan. Elle était bleue, ce qui signifiait qu'il fallait tirer avec le minimum de puissance. En un éclair, Païkan enfonça sa main gauche dans l'arme fixée à sa ceinture. Par une plaque magnétique, l'arracha, leva le bras et tira. La cible soupira comme une corde de harpe effleurée et s'escamota. Païkan se mit à rire. Il s'était réconcilié avec l'arme. Cet exercice était un jeu agréable. Une cible rouge lui fut proposée presque aussitôt, en même temps qu'une verte se dressait à la gauche d'Eléa. Eléa tira en effectuant un quart de tour. Païkan, surpris,
eut juste le temps de tirer avant que les cibles ne s'effacent. La rouge résonna comme un tonnerre, la verte comme une cloche. De toutes parts, les cibles surgissaient du terrain et recevaient des coups violents, des chiquenaudes ou des caresses. La clairière chantait comme un énorme xylophone sous les marteaux d'un fou. Un engin de l'université survola la clairière, fit un peu de surplace et vint se poser doucement derrière les tireurs. C'était un engin rapide. Il ressemblait à un fer de lance surmonté d'une coque transparente frappée de l'équation de Zoran. 2 gardes universitaires en sortirent, en pectorales et jupes vertes, l'arme G sur le côté gauche du ventre, une grenade S sur la hanche droite, le masque nasal en collier. Ils portaient la coiffure de guerre, les cheveux tressés en arrière, retenus par une épingle magnétique contre le casque conique au large bord. Ils allèrent d'un groupe à l'autre, interrogeant les tireurs qui les regardaient avec étonnement et inquiétude. Ils n'avaient jamais vu de garde vert si bien armés. Les 2 gardes cherchaient quelqu'un. Quand ils furent près d'Eléa, « Nous cherchons Eléa 319-07-91, dirent-ils. Ils étaient passés à la tour et, la trouvant vide, s'étaient renseignés au central du temps. Koban voulait voir Eléa sans délai. « Je vais avec elle, » dit Païkan. Les gardes n'avaient pas la consigne de s'y opposer. L'engin franchit le lac comme une flèche jusqu'à la bouche et se laissa tomber à la verticale dans la cheminée verte de l'université. Il ralentit au débouché du plafond du parking, s'approcha du sol au-dessus de la piste centrale, prit une piste de desserte et se présenta devant la porte des laboratoires qui s'ouvrit, se referma derrière lui. Les rues et les bâtiments de l'université tranchaient par leur simplicité sur l'exubérance végétale du reste de la ville. Ici, les murs étaient nus, les voûtes sans une fleur ou une feuille, pas un ornement sur les portes trapézoïdales, pas le moindre ruisseau dans le sol de la rue blanche où l'engin poursuivait sa course, pas un oiseau en l'air, pas une biche surprise au tournant, pas un papillon, un lapin blanc. C'était la sévérité de la connaissance abstraite. Les pistes de transport avaient des sièges fabriqués et des rampes métalliques. Eléa et Païkan furent saisis par l'activité anormale qui régnait dans la rue au-dessous d'eux. Des gardes verts en tenue de guerre, cheveux tressés et casque en tête, se déplaçaient à pleine piste, sans s'étonner de voir passer au-dessus de leur tête cet engin auquel la rue, normalement, était interdite. Des signaux de couleur palpitaient au-dessus des portes. Des appels de noms et de numéros retentissaient. Des laborantins en robe saumon se hâtaient dans les couloirs, leurs longs cheveux enveloppés dans des mantilles hermétiques. Ce n'était pas le quartier des études, mais celui des travaux et recherches. Aucun étudiant ne traînait par là ses pieds nus et ses cheveux courts. L'engin se posa sur une pointe d'un carrefour en étoile. Un des gardes conduisit Eléa au labo 51. Païkan suivit. Ils furent introduits dans une pièce vide au milieu de laquelle un homme en robe saumon, debout, attendait. L'équation de Zoran, timbrée en rouge sur le côté droit de sa poitrine, le désignait comme chef labo. « Vous êtes Eléa » demanda-t-il. « Je suis Eléa. »« Et vous ?»« Je suis Païkan. »« Qui est Païkan ?»« Je suis à Eléa, » dit Païkan. « Je suis à Païkan, » dit Eléa. L'homme réfléchit un instant. « Païkan n'est pas convoqué, » dit-il. « Koban veut voir Eléa. »« Je veux voir Koban, » dit Païkan. « Je vais lui faire savoir que vous êtes là. Vous allez attendre. »« J'accompagne Eléa, » dit Païkan. « Je suis à Païkan, » dit Eléa. Il y eut un silence, puis l'homme reprit. « Je vais prévenir Koban. »
Avant de le voir, Eléa doit passer le test général. Voici la cabine. Il ouvrit une porte translucide. Eléa reconnut la cabine standard dans laquelle tous les vivants de Gondawa s'enfermaient au moins une fois l'an, pour connaître leur évolution physiologique et modifier, le cas échéant, leur activité et leur nourriture. « Est-ce nécessaire ?» dit-elle. « C'est nécessaire. » Elle entra dans la cabine et prit place sur le siège. La porte se referma. Les instruments s'allumèrent autour d'elle. Des éclairs de couleur jaillirent devant son visage. Les analyseurs ronronnèrent. Le synthétiseur claqua. C'était terminé. Elle se leva et poussa la porte. La porte resta fermée. Surprise, elle poussa plus fort. Sans résultat. Elle appela, inquiète. « Païkan !» De l'autre côté de la porte, Païkan cria « Eléa !» Elle essayait encore d'ouvrir. Elle devinait qu'il y avait dans cette porte fermée quelque chose de terrible. Elle cria « Païkan, la porte !» Il se lança. Elle vit sa silhouette s'écraser contre le panneau translucide. La cabine fut ébranlée. Des instruments brisés tombèrent au sol. Mais la porte ne céda pas. Dans le dos d'Eléa, la cloison de la cabine s'ouvrit. « Venez, Eléa !» dit la voix de Koban. Fin du chapitre 52. Chapitre 53. Deux femmes étaient assises devant Koban. L'une était Eléa. L'autre brune, très belle, plus ronde de forme, plus opulente. Eléa était l'équilibre dans la mesure parfaite. L'autre était le déséquilibre qui donne l'élan vers la richesse. Pendant qu'Eléa protestait, réclamait Païkan, exigeait de le rejoindre, l'autre s'était tue, la regardant avec calme et sympathie. « Attendez, Eléa, » dit Koban. « Attendez de savoir. » Il portait la sévère robe saumon des laborantins, mais l'équation de Zoran sur sa poitrine était imprimée en blanc. Il marchait de long en large, pieds nus comme un étudiant, entre ses tables pupitres et le mur à alvéoles qui contenait plusieurs dizaines de milliers de bobines de lecture. Eléa se tut, trop positive pour s'entêter dans un effort inutile. Elle écouta. « Vous ne savez pas, » dit Koban, « ce qui occupe l'emplacement de Gonda 1. Je vais vous le dire. C'est l'arme solaire. Malgré mes protestations, le Conseil est décidé à l'utiliser si Enizorai nous attaque. Et Enizorai est décidé à nous attaquer pour détruire l'arme solaire avant que nous l'utilisions. Étant donné sa complexité et l'énormité de ses dimensions, il faudra presque une demi-journée entre le déclenchement du processus de départ et le moment où l'arme sortira de son logement. C'est pendant cette demi-journée que se jouera le sort du monde. Car si l'arme s'envole et frappe, ce sera comme si le soleil lui-même tombait sur Enizorai. Enizorai brûlera, fondra, coulera, mais la terre entière subira le choc en retour. Que restera-t-il de nous après quelques secondes? Que restera-t-il de la vie? Koban s'arrêta. Son regard tragique passait au-dessus des deux femmes. Il murmura « Peut-être rien, plus rien ». Il reprit sa promenade d'animal prisonnier qui cherche en vain une issue. Et si les Énissors réussissent à empêcher le départ de l'arme, dit-il, ils la détruiront, et nous détruirons aussi. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous et plus agressifs. Nous ne pourrons pas résister à leur multitude. Notre seule défense contre eux était de leur faire peur. Mais nous leur avons fait trop peur.
Ils vont attaquer avec tous les moyens et s'ils gagnent, ils ne laisseront rien d'une race et d'une civilisation capable de fabriquer l'arme solaire. Et pourquoi la graine noire a été distribuée aux vivants de Gondawa? Pour que les prisonniers choisissent, s'ils le veulent, de mourir de leurs propres mains plutôt que sur les bûchers des Nizorai. Eléa se dressa, combative. C'est absurde, c'est affreux, c'est immonde. On doit pouvoir empêcher cette guerre. Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose au lieu de gémir? Sabotez l'arme. Allez, en Enizorai, ils vous écouteront. Vous êtes Koban. Koban s'arrêta devant elle, la regarda gravement, avec satisfaction. Vous avez été bien choisi, dit-il. Choisi par qui? Choisi pourquoi? Il ne répondit pas à ces questions, mais à la précédente. Je fais quelque chose. J'ai des émissaires en Enizorai qui ont pris contact avec les savants du district de connaissance. Eux comprennent les risques de la guerre. S'ils peuvent prendre le pouvoir, la paix sera sauvée. Mais il reste peu de temps. J'ai rendez-vous avec le président Lokan. Je vais essayer de convaincre le conseil de renoncer à l'usage de l'arme solaire et de le faire savoir à Enizorai. Mais j'ai contre moi les militaires, qui ne pensent qu'à la destruction de l'ennemi, et le ministre Mozran, qui a construit l'arme et qui a envie de la voir fonctionner. Si j'échoue, j'ai fait encore autre chose. Et c'est pour cela que vous avez été choisis, vous deux et 3 autres femmes de Gondawa. Je veux sauver la vie. La vie de qui? La vie tout court. La vie. Si l'arme solaire fonctionne pendant quelques secondes de plus qu'il n'a été prévu, la Terre sera ébranlée à un point tel que les océans sortiront de leur fosse. Les continents se fendront. L'atmosphère atteindra la chaleur de l'acier fondu et brûlera tout jusque dans les profondeurs du sol. On ne sait pas. On ne sait pas où s'arrêteront les désastres. À cause de sa puissance effrayante, Mozran n'a jamais pu essayer l'arme, même à échelle réduite. On ne sait pas, mais on peut prévoir le pire. C'est ce que j'ai fait. Écoutez, Koban, dit une voix. Voulez-vous connaître les nouvelles? Oui, dit Koban. Voici. Les troupes Enizor en garnison sur la Lune ont envahi la zone internationale. Un convoi militaire parti de Gonda 3 vers notre zone lunaire a été intercepté par des forces Enizor avant son alunissage. Il a détruit une partie des assaillants. La bataille continue. Nos services d'observation lointaine ont la preuve qu'Enizorai a rappelé ses bombes nucléaires mises en orbite autour du Soleil et les ramène vers Mars et la Lune. Écoutez, Koban, c'est terminé. C'est commencé, dit Koban. Je veux retourner auprès de Païkan, dit Eléa. Vous ne nous laisserez d'autre espoir que mourir ou mourir. Je veux mourir avec lui. Je fais quelque chose, dit Koban. J'ai fait un abri qui résistera à tout. Je l'ai garni de semences de toutes sortes de plantes, d'ovules fécondés de toutes sortes d'animaux et d'incubateurs pour les développer, de 10 000 bobines de connaissances, de machines silencieuses, d'outils, de meubles, de tous les échantillons de notre civilisation, de tout ce qu'il faut pour en faire renaître une semblable. Et au centre, je placerai un homme et une femme. L'ordinateur a choisi 5 femmes pour leur équilibre psychique et physique, pour leur santé et leur parfaite beauté. Elles ont reçu les numéros 1 à 5 par ordre de perfection. La numéro 1 est morte avant-hier dans un accident. La numéro 4 en voyage en Enizorai ne peut pas revenir. La numéro 5 habite Gonda 62. Je l'ai envoyée chercher aussi. Je crains qu'elle ne soit pas ici à temps. La numéro 2, c'est vous, Lona. La numéro 3, c'est vous, Eléa. Il se tut une seconde,
eut une sorte de sourire fatigué, se tourna vers Lona et reprit. Naturellement, il n'y aura qu'une femme dans l'abri. Ce sera vous, Lona, vous vivrez. Lona se leva, mais avant qu'elle ait eu le temps de parler, une voix la devança. Écoutez, Coban, voici les tests de Lona numéro 2. Toutes les qualités demandées présentes au maximum, mais métabolisme en évolution et hormono-équilibre en voie de renversement. Lona numéro 2 est enceinte de 2 semaines. Vous le saviez? Demanda Coban. Non, dit Lona, mais je l'espérais. Nous avions ôté nos clés la 3e nuit du printemps. Je regrette pour vous, dit Coban en écartant les mains. Cela vous élimine. L'homme et la femme placés dans l'abri seront mis en hibernation dans le froid absolu. Il est possible que votre grossesse nuise à la réussite de l'opération. Je ne peux pas prendre ce risque. Entrez chez vous. Je vous demande de vous taire pendant 1 jour sur ce que je vous ai dit, même auprès de votre désigné. Dans 1 jour, tout sera joué. Je me tairai, dit Lona. Je vous crois, dit Coban. L'ordinateur vous a ainsi défini. Solide, lente, muette, défensive, implacable. Il fit un signe aux 2 gardes verts qui se tenaient devant la porte. Ils s'effacèrent pour laisser sortir Lona. Il se tourna vers Eléa. « Ce sera donc vous, dit-il. Eléa se sentit devenir comme un bloc de pierre. Puis sa circulation se rétablit avec violence, et son visage rougit. Elle se contraignit à rester calme et à s'asseoir. Elle entendit de nouveau Coban. L'ordinateur vous a défini ainsi. Équilibrée, rapide, obstinée, offensive, efficace. Elle se sentit de nouveau capable de parler. Elle attaqua. « Pourquoi n'avez-vous pas laissé entrer Païkan? Je n'irai pas sans lui dans votre abri. » L'ordinateur a choisi les femmes pour leur beauté et leur santé, et bien entendu aussi pour leur intelligence. Il a choisi les hommes pour leur santé et leur intelligence, mais avant tout pour leur connaissance. Il faut que l'homme qui ressortira de l'abri dans quelques années, peut-être même dans 1 siècle ou 2, soit capable de comprendre tout ce qui est imprimé sur les bobines, et même, si possible, en savoir plus qu'elle. Son rôle ne sera pas seulement de faire des enfants. L'homme qui a été choisi doit être capable de faire renaître le monde. Païkan est intelligent, mais ses connaissances sont limitées. Il ne saurait même pas interpréter l'équation de Zoran. Alors, qui est l'homme? L'ordinateur en a choisi 5, comme pour les femmes. Qui est le numéro 1? C'est moi, dit Coban. Fin du chapitre 53. Chapitre 54. Enisorai, c'était déjà vous, dit Leonova à Hoover. Vous étiez déjà des salauds d'Américains, des impérialistes en train d'essayer d'avaler le monde entier et ses accessoires. Ma charmante, dit Hoover, nous autres Américains d'aujourd'hui, nous ne sommes que des Européens déplacés, vos petits cousins en voyage. J'aimerais bien qu'Eléa nous montre un peu la gueule des premiers occupants d'Amérique. Nous n'avons vu que des Gondas jusqu'à maintenant. À la prochaine séance, nous demanderons à Eléa de nous montrer des Zénisors. Eléa leur montra des Zénisors. Elle était allée avec Païkan en voyage à Diédou, la capitale de l'Enisorai centrale, pour la fête du nuage. Elle en sortit pour eux les images de sa mémoire. Ils arrivèrent avec Eléa dans un engin longue distance. À l'horizon, une chaîne de montagnes gigantesques escaladait le ciel. Quand ils furent plus près,
ils virent que la montagne et la ville ne faisaient qu'un. Bâtie en énormes blocs de pierre, la ville s'accrochait à la montagne, la recouvrait, la dépassait, prenait appui sur elle pour projeter vers le haut sa lance terminale, le monolithe du temple, dont le sommet se perdait dans un nuage éternel. Ils virent les Zénisors travailler et se réjouir. Les besoins de la population étaient si considérables et son accroissement si rapide que, même en ce jour de la fête du nuage, on ne pouvait s'arrêter de bâtir. Sans arrêt, inlassablement, comme des fourmis, les bâtisseurs agrandissaient la ville, taillaient des rues et des escaliers et des places aux flancs encore vierges de la montagne, édifiaient des remparts, des maisons et des palais. Ils n'utilisaient d'autres outils que leurs mains. Ils portaient sur la poitrine, accrochés à un collier d'or, l'effigie du serpent flamme, symbole énisore de l'énergie universelle. Ce n'était pas seulement un symbole, mais surtout un transformateur. Il donnait à celui qui le portait le pouvoir de maîtriser très simplement, avec ses mains, toutes les forces naturelles. Sur le grand écran, les savants de l'Épi virent les bâtisseurs énisors soulever sans effort des blocs rocheux qui devaient peser des tonnes, les poser les uns contre les autres, les ajuster les uns aux autres, les façonner, les modifier, les entamer du tranchant de la main, les lisser de la paume comme du mastic. Entre les mains des bâtisseurs, la matière devenait impondérable, malléable, docile. Dès qu'ils cessaient de la toucher, la pierre retrouvait sa dureté et sa masse de pierre. Les étrangers invités à assister à la fête du nuage n'étaient pas autorisés à se poser. Leurs engins restaient en station aérienne aux abords de Diéhou. Leurs fils courbes étagés composaient dans le ciel les gradins multicolores d'un étrange cercle posé sur le vide. En face d'eux se dressait le temple dont la flèche, faite d'un seul bloc de pierre, plus haut que les plus hauts gratte-ciel de l'Amérique contemporaine, enfonçait sa pointe dans le nuage. Un escalier monumental, taillé dans sa masse, s'inscrivait autour d'elle en spirale. Sur cet escalier, depuis des heures, une foule montait vers le sommet du temple. Elle montait lentement, avec son propre poids pesant sur ses muscles, alors que partout ailleurs, dans les rues et les escaliers de la ville, les Énisors se déplaçaient avec une aisance et une vitesse qui trahissaient leur maîtrise de la pesanteur. La foule de l'escalier composait, par l'assemblage coloré de ses vêtements, l'effigie du serpent flamme. La tête du serpent ondulait sur l'escalier à gauche, à droite, et continuait de monter. Son corps suivait en s'enroulant à pleine marche autour de la flèche. Il devait se composer de plusieurs centaines de milliers de personnes. Peut-être leur nombre dépassait-il le million. Par les baies ouvertes de l'engin entrait la musique qui rythmait les mouvements du serpent. C'était une sorte de lent halètement qui semblait émaner de la montagne et de la ville, et que la foule, celle de la flèche, celle des escaliers et des rues, celle qui montait, celle qui regardait, celle qui travaillait, accompagnée de profonds bruits de gorge bouche fermée. Quand la tête du serpent atteignit le nuage, le soleil sombrait derrière la montagne. La tête du serpent entra dans le nuage avec le crépuscule. La nuit tomba en quelques minutes. Des projecteurs installés dans toute la ville illuminèrent la flèche et la foule qui l'étreignait. Le rythme de la musique et du chant s'accélérèrent, et la flèche se mit à bouger, à moins que ce ne fût le nuage. On vit la flèche s'enfoncer dans le nuage, où le nuage s'enfonçait sur la flèche, se retirer, recommencer de plus en plus vite, comme pour un immense accouplement de la terre et du ciel. Le halètement de la musique s'accélérait, augmentait de puissance, frappait les engins stationnés dans le ciel comme des vagues et disloquait leurs alignements. Au sol, tous les travailleurs abandonnaient leur travail.
dans les palais, dans les maisons, dans les rues, sur les places. Les hommes s'approchaient des femmes et les femmes des hommes, au hasard, simplement parce qu'ils étaient proches, et sans savoir s'ils étaient beaux ou laids, vieux ou jeunes, et qui il était, et qui elle était. Ils se saisissaient ou s'étreignaient, s'allongeaient sur place, à l'endroit où ils se trouvaient, entraient tous ensemble dans le rythme unique qui secouait la montagne et la ville. La flèche entra tout entière dans le nuage, jusqu'à sa base. La montagne craqua, la ville se souleva libérée de son poids, prête à s'enfoncer dans le ciel jusqu'à l'infini. Le nuage flamboya, éclata en tonnerre de cataclysme, puis s'éteignit et se retira. La ville pesa de nouveau sur la montagne. La flèche était nue. Il n'y avait plus personne sur le grand escalier de pierre. Tous les couples couchés se désunissaient et se séparaient. Des hommes et des femmes se relevaient, hébétaient et s'éloignaient. D'autres s'endormaient sur place. Pendant quelques instants d'une brièveté suffocante, ils avaient participé tous ensemble au même plaisir cosmique. Chacun d'eux avait été toute la terre, chacune d'elles le ciel. Il en était ainsi, une fois par an, dans toutes les villes d'Enisoraï. Pendant le reste des jours et des nuits, les hommes Énissor ne s'approchaient pas des femmes. Les savants de l'épi interrogèrent Eléa, qui était devenue la foule de l'escalier. La flèche l'a donnée au nuage, dit Eléa. Le nuage l'a donnée à l'énergie universelle. Tous ceux et celles qui la composaient étaient volontaires. Ils avaient été choisis dès leur enfance, soit parce qu'ils présentaient quelques déficiences de l'esprit ou du corps, même infimes, soit, au contraire, parce qu'ils étaient plus intelligents, plus forts, plus beaux que la moyenne des Énisors. Élevés en fonction de ce sacrifice, ils avaient appris à le désirer de tout leur corps et de tout leur esprit. Ils avaient le droit de s'y soustraire, mais un très petit nombre usait de ce droit. Ainsi, la race Énisor se maintenait-elle dans une qualité de niveau constant. Mais ce sacrifice, par contre, ne suffisait pas à compenser la natalité qu'il provoquait. Pendant la fête du nuage, il était conçu 20 fois plus d'Énissor qu'il n'en périssait, sur toutes les flèches du continent. Mais, dit Hoover, toutes ces bonnes femmes devaient accoucher le même jour. Non, dit Eléa. Le temps de la grossesse en Énisoraï variait d'1 à 3 saisons selon le désir de la mère et selon son âge. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas de désignation, donc pas de couple, pas de famille. Les hommes et les femmes vivaient mélangés, en état d'égalité absolue de droits et de devoirs, dans les palais communs ou dans les maisons individuelles comme ils le désiraient. Les enfants étaient élevés par l'État. Ils ne connaissaient pas leur mère, et bien entendu encore moins leur père. Bien que l'engin d'Eléa se tînt loin au-dessus de la foule, par sa fenêtre de proximité, les savants avaient pu voir en détail un grand nombre de visages d'Énisor. Ils avaient tous les cheveux noirs et lisses, les yeux bridés, les pommettes saillantes, le nez busqué du haut et épaté du bas. Ils étaient incontestablement les ancêtres communs des Mayas, des Aztèques et des autres Indiens d'Amérique, et peut-être aussi des Japonais, des Chinois et de toutes les races mongoloïdes. « Les voilà, vos impérialistes », dit Hoover à Leonova. Il soupira puis ajouta « J'espère qu'on vous en voudra moins maintenant, d'avoir quelque peu malmené leurs descendants. » Fin du chapitre 54.
Chapitre 55. Ce n'est pas la vie que vous voulez sauver, dit Eléa, mais votre vie. Et vous avez fait rechercher par l'ordinateur les 5 plus belles femmes du continent pour choisir celle qui vous accompagnera. Regardez, dit Coban avec une gravité triste. Celle que j'aurais choisi de sauver avec moi si je m'en étais cru le droit. Il activa un faisceau d'ondes. Au-dessus d'une table apparut l'image d'une fillette qui ressemblait extraordinairement à Coban. À genoux sur une pelouse près du lac de la 9e profondeur, elle caressait un faon aux yeux fardés. De longs cheveux noirs de garçon tombaient sur ses épaules nues. Des bras graciles se nouaient autour du cou de la bête qui lui mordillait les oreilles. « C'est Doa, ma fille, » dit Coban. « Elle a 12 ans et elle est seule. Toutes les filles de son âge ont depuis longtemps un compagnon. Mais elle est seule, parce qu'elle est, comme moi, une non désignée. L'ordinateur n'a pas pu me trouver une compagne qui m'aurait supportée et ne m'aurait pas irritée par la lenteur de son esprit. Une certaine vivacité des facultés mentales condamne à la solitude. J'ai vécu quelques périodes avec des veuves, des séparés, des non désignés aussi. La mère de Doa en était une. Son intelligence était grande, mais son caractère atroce. L'ordinateur n'avait voulu en accabler aucun homme. À cause de son intelligence et de sa beauté, je lui ai demandé de me faire un enfant. Elle a accepté, à condition de rester à côté de moi pour l'élever. J'ai cru que c'était possible. Nous avons ôté nos clés. Quelques jours après, nous avons dû nous séparer. Elle était assez intelligente pour comprendre qu'elle ne pouvait trouver le bonheur auprès de personne, pas même de son enfant. Quand il est né, elle me l'a envoyé. C'était Doa. Doa, à son tour, a reçu de l'ordinateur une réponse négative. Son caractère est très doux, mais son intelligence est supérieure à la mienne. Elle ne trouvera son égal nulle part, si elle vit. La voix de Coban s'étouffa. Il effaça l'image. Ne croyez-vous pas que j'aime Doa au moins autant que vous aimez Païkan? Ne croyez-vous pas que si j'obéissais à des motifs égoïstes, c'est elle que j'enfermerais avec moi dans l'abri, ou que je resterais près d'elle en abandonnant avec joie ma place au numéro 2? Mais je connais le numéro 2. Je sais ce que valent ses connaissances et ce que valent les miennes. L'ordinateur a eu raison de me désigner. Il ne s'agit plus d'amour, plus de sentiments, plus de nous-mêmes. Nous sommes en face d'un devoir qui nous dépasse. Nous avons, vous et moi, à préserver la vie universelle et à refaire le monde. Écoutez-moi bien, Coban, dit Eléa. Je me moque du monde. Je me moque de la vie, de celle des hommes et de celle de l'univers. Sans Païkan, il n'y a plus d'univers. Il n'y a plus de vie. Donnez-moi Païkan dans l'abri et je vous bénirai jusqu'au fond de l'éternité. Je ne peux pas, dit Coban. Donnez-moi Païkan. Restez auprès de votre fille, ne la laissez pas mourir seule, abandonnée de vous. Je ne peux pas, dit Coban à mi-voix. Son visage exprimait à la fois sa résolution et sa tristesse infinie. Cet homme était au bout d'un combat qui le laissait brisé. Mais sa décision était prise, une fois pour toutes. Il n'avait pas pu construire un abri plus grand. Le gouvernement, tout absorbé par Gonda I et le monstre colossal qui s'y blottissait, s'était désintéressé du projet de Coban, l'avait laissé faire mais avait refusé de l'aider. C'était l'université seule qui avait fait l'abri. Cette fabrication, cet enfantement avait mobilisé toute sa puissance énergétique, toutes les ressources de ses machines, de ses labos et de ses crédits.
C'était le fruit unique d'une plante énorme. Il ne contiendrait que 2 graines. Une 3e le condamnerait à périr, même petite, même doigt. Il ne pouvait recevoir qu'un homme et qu'une femme. Alors prenez une autre femme, cria Léa. Il y en a des millions. Non, dit Coban. Il n'y en a pas des millions. Il y en avait 5, et il n'y a plus que vous. L'ordinateur vous a choisi parce que vous êtes exceptionnel. Non pas une autre femme et pas un autre homme. C'est vous, c'est moi. N'en parlons plus, je vous en prie. Cela est décidé. Vous et moi, dit Eléa. Vous et moi, dit Coban. Je vous hais, dit Eléa. Je ne vous aime pas, dit Coban. Cela importe peu. Écoutez, Coban, dit une voix. Le président Locan veut vous parler et vous voir. Je l'écoute et le regarde, dit Coban. L'image de Locan se dressa dans un coin de la pièce. Coban la déplaça pour qu'elle lui fît face de l'autre côté de la table. Locan semblait accablé par l'angoisse. Écoutez, Coban, dit-il. Où en sont vos prises de contact avec les hommes du district de connaissance d'Enisoraï? J'attends un rapport d'un instant à l'autre. On ne peut plus attendre. On ne peut plus. Les Énisors bombardent nos garnisons de Mars et de la Lune avec des bombes nucléaires. Les nôtres sont en route et nous allons riposter. Mais, si atroce que ce soit, ce n'est rien. L'armée d'invasion Énisor est en train de sortir de ces montagnes creuses et de prendre place sur ses bases de départ. Dans quelques heures, elle va tomber sur Gondawa. Au premier envol signalé par nos satellites, je déclenche la mise en route de l'arme solaire. Je suis comme vous, Coban. J'ai peur de cette horreur. Il est peut-être encore temps de sauver la paix. Le gouvernement Énisor sait que l'envol de son armée signifiera la mort de son peuple. Mais, ou bien il s'en moque, ou bien il espère détruire l'arme avant son envol. Koutiyou est fou. Seuls les gens du district peuvent essayer de le convaincre ou le renverser. Il n'y a plus la moitié d'un instant à perdre, Coban. Je vous en supplie, essayez de les joindre. Je ne peux pas les joindre directement. Je vais appeler Partao Alamos. L'image du président s'effaça. Coban enfonça sa clé dans une plaque. Écoutez, dit-il. Je veux voir et entendre Partao Alamos. Partao Alamos, dit une voix. J'appelle. Coban expliqua à Eléa. Lamos est le seul pays qui restera neutre dans ce conflit. Pour une fois, il n'aura guère le temps d'en profiter. Partao est le chef de l'université Lamo. C'est lui mon contact avec les gens du district. Partao apparut et dit à Coban qu'il avait contacté Sutaku au district. Il ne peut plus rien faire, il est désemparé. Il va vous appeler directement. Une image blafarde s'alluma à côté de celle de Partao. C'était Sutaku, en robe et bonnet rond d'enseignant. Il avait l'air bouleversé. Il parlait en faisant des gestes, il se frappait la poitrine et désignait d'un doigt tendu quelque chose ou quelqu'un au loin. On n'entendait pas un mot de ce qu'il disait. Des surfaces de couleurs changeantes coupaient son image en tranches, tremblaient, se rejoignaient, s'écartaient. Il disparut. « Je ne peux plus rien vous dire, » dit Partao. « Peut-être bonne chance. » Cette fois-ci, dit Coban, il n'y aura de chance pour personne. Il appela Locan et le mit au courant. Locan lui demanda de le rejoindre au conseil qui allait se réunir. « Je viens, » dit Coban. Il se tourna vers Eléa qui avait assisté à la scène sans dire un mot, sans faire un geste. « Voilà, dit-il d'une voix glacée. Vous savez où nous en sommes.
Il n'y a plus de place pour les sentiments. Nous entrerons cette nuit dans l'abri. Les assistants vont vous préparer. Vous allez, entre autres soins, recevoir la seule dose existante du sérum universel. Il a été synthétisé molécule par molécule dans mon labo personnel depuis 6 mois. La dose précédente, c'est moi qui l'ai essayée. Je suis prêt. Si, par miracle, rien ne se passe, vous y aurez gagné d'être la première à jouir de la jeunesse perpétuelle. Dans ce cas, je vous promets que la dose suivante sera pour Paikhan. Le sérum nous permettra de passer sans encombre à travers le froid absolu. Je vais vous confier à mes hommes. Eléa se leva et courut vers la porte. Elle frappa un garde à la tempe d'un coup terrible de sa main gauche ferme et l'homme tomba. L'autre saisit le poignet d'Eléa et le lui rabattit dans le dos. « Lâchez-la » cria Koban. « Je vous interdis de la toucher, quoi qu'elle vous fasse. » Le garde la lâcha. Elle se précipita sur la porte, mais la porte ne s'ouvrit pas. « Eléa, » dit Koban, « et vous acceptez le traitement sans vous débattre, sans essayer de vous enfuir. Je vous autoriserai à revoir Paikhan avant d'entrer dans l'abri. Il a été ramené à la tour. Il est informé de ce que vous êtes devenu. Il attend de vos nouvelles. Je lui ai fait promettre qu'il vous reverrait. Si vous protestez, si vous vous débattez au risque de compromettre votre préparation, je vous fais endormir et vous ne le reverrez jamais. » Eléa le regarda un instant en silence, respira profondément pour reprendre la maîtrise de ses nerfs. « Vous pouvez faire revenir vos hommes, » dit-elle. « Je ne bougerai plus. » Koban appuya sur une plaque. Une partie d'une cloison glissa, découvrant un laboratoire occupé par des gardes et des laborantins parmi lesquels Eléa reconnut le chef labo qui les avait accueillis. L'homme lui désigna un siège devant lui. « Venez, » dit-il. Eléa s'avança vers le labo. Avant de quitter le bureau de Koban, elle se retourna vers lui. « Je vous hais, » dit-elle. « Quand nous ressortirons de l'abri sur la terre morte, » dit Koban, « il n'y aura plus de haine, ni d'amour. Il n'y aura que notre travail. » Fin du chapitre 55.